Alors là, on est face à une image assez classique. On a des jeunes sur leur téléphone portable en train de pianoter, voir les notifications Facebook, Instagram et tout. Et ça me gêne pas, j'ai pas de problème avec ça. Là, c'est un peu plus gênant quand même, quand on a le contexte de cette photo. On est face à la ronde de nuit de Rembrandt, on est au Rijksmuseum à Amsterdam. Et en face de cette œuvre d'art, il y a les enfants qui sont sur leur téléphone. Moi, de mon époque, ça se passait pas comme ça. Alors, on va essayer de donner un contexte supplémentaire à la photo, parce que là, on pourrait croire que les nouvelles technologies sont une sorte de frein entre l'art et nous. Alors qu'en fait, non. Ce que ces jeunes sont en train de faire, c'est se renseigner sur la ronde de nuit via l'application du Rijksmuseum. Parce qu'ils sont avec leur professeur, et c'est quelque chose que leur professeur leur demande. Ça, c'est le même groupe devant une autre œuvre. Vous voyez, ils sont super studieux, je ne vous dis pas n'importe quoi. Alors là, je me suis dit, ok, donc en fait, tu es en train de te rendre compte que l'art peut avoir, enfin, les nouvelles technologies peuvent avoir un impact bénéfique sur l'art, et que, en gros, ça peut changer notre appréhension et notre découverte de certaines œuvres dans les musées. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Oui, il y en a plein. Un que j'aime bien, c'est au British Museum, en 2012, ils ont accueilli des momies et ils les ont passées au scanner. Et grâce au scanner, on a pu avoir plein d'informations sur les momies, des momies qui dataient de genre 3000 ans avant Jésus-Christ. Et genre, on pouvait savoir, par exemple, comment ils étaient morts, leur métier, enfin plein d'informations. Et le visiteur, quand il rentrait dans l'exposition, il avait une sorte de molette et il pouvait naviguer à travers la momie, à travers les différentes couches de scan. Donc c'est assez fou. Alors, c'est pas mal, ça serait bien d'aller un peu plus loin. Est-ce que la nouvelle technologie, elle peut pas avoir un impact, au lieu d'avoir un impact sur les œuvres dans le musée et comment on interagit avec, sur le musée lui-même? C'est quelque chose qui est fait aussi. Il y a Google qui a lancé le Cultural Institute. En gros, je rentre Van Gogh et j'ai toutes les œuvres de Van Gogh, donc ce qui n'est pas possible dans la vie réelle parce qu'il faudrait aller les chercher un peu partout dans le monde, enfin, une galère de fou. Et en plus, je peux visiter de manière virtuelle le Van Gogh Museum. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais visiter un musée virtuellement, c'est pas fou, le mieux c'est d'avoir les œuvres et tout. Ok, je conçois. Il y a 2 mois, je suis parti au Népal, j'ai rencontré BJ. BJ, il aimerait beaucoup voir les œuvres de Van Gogh, mais il ne peut pas aller à Amsterdam. Par contre, il a une connexion Internet. Et grâce à cette connexion Internet, il peut aller voir la nuit étoilée, cliquer sur la petite loupe bleue, et hop, il rentre dans la nuit étoilée. Et en plus, il peut zoomer, et on est dans une assez haute définition, une définition assez forte pour que vous puissiez voir qu'en fait, ça a été peint directement donc, sur la toile, et on voit même la toile. On la voit, quoi. Ce qui est assez cool. Donc la nouvelle technologie, ça permet plein de trucs. Pardon, on peut zoomer encore plus, autant pour moi. On peut zoomer encore plus au point où on voit carrément une cassure dans la peinture et le coup de pinceau magistral. Ça, c'est une technologie qui s'appelle le gigapixel. Il y a 1 milliard de pixels sur l'image. En fait, c'est un truc que vous ne pourriez pas voir vous-même devant l'œuvre, parce que vous ne pouvez pas être aussi proche, ou alors ça serait vraiment chelou, personne ne fait ça. Donc la nouvelle technologie permet à l'art d'être un petit peu augmenté, quoi. Un autre exemple que j'aime beaucoup, toujours sur le gigapixel, ça c'est la naissance de Vénus de Botticelli. Ça fait 3 mètres sur 2. Et juste au niveau des yeux, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a mis une claque. Là, les yeux que vous voyez, c'est 2 cm chaque œil. Et regardez le niveau de précision, le reflet qu'a mis Botticelli. C'est fou et c'est quelque chose, encore une fois, qui serait difficile à voir, difficile de voir sans les nouvelles technologies. Le truc, c'est que là, on est sur comment on a digitalisé les musées, etc. Ça serait bien, parce que moi, en fait les musées, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les œuvres qui sont dedans. Ça serait cool si je pouvais, de chez moi, directement, de mon nouveau canapé. J'ai un nouveau canapé, ça n'a rien à voir avec la conférence, mais je le dis, je suis assez content. J'aimerais bien, de mon nouveau canapé, recevoir une œuvre, quoi. Et ça, c'est possible, avec l'impression 3D. Hop, je suis sorti du cercle, je suis éliminé normalement, je crois. C'est bon. C'est la tête donc, de Amenamat. Et le British Museum a mis plein de modèles sur Sketchfab, donc une plateforme faite pour ça. Plein de modèles imprimables en 3D. Alors bon, c'est pas très réaliste, ok, je vous l'accorde. Mais on est au tout début. Hein, et puis il y a des imprimantes 3D qui impriment avec en pierre, en verre, en métal, enfin on peut tout imaginer. Et là c'est fou. Voilà, quand même, en termes de barrières que j'ai cassées. Alors, l'impression 3D, ça offre d'autres choses. Par exemple, ça c'est un projet
d'une artiste iranienne qui s'appelle Moreshin Alyahari. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris des œuvres qui sont faites détruire par l'État islamique. Elle a pris avec différentes photos, elle a recréé des modèles 3D, elle les a imprimés, elle a mis une clé USB dedans avec l'histoire de l'œuvre. Donc là, on a de l'art qui est conservé d'une manière inégalable. C'est-à-dire qu'un musée, ça peut être détruit, ça peut brûler. Une information digitale mise en plus sur Internet, non, là pour le coup, ça va être dur à détruire. Alors, j'ai cette œuvre face à moi, je suis sur mon nouveau canapé, j'ai cette œuvre, comment je fais? Parce que là, en termes de, voilà, les barrières qu'il y avait entre l'œuvre et moi, je les ai pas mal détruites déjà avec la nouvelle technologie. Et là, je l'observe, bah, c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être juste la perception. Peut-être que les nouvelles technologies, elles pourraient avoir un impact sur la perception. Ouais, elles le font. Ça, c'est un projet de David Eagleman. C'est une veste qui transforme tous les sons extérieurs en vibrations sur le corps. C'est-à-dire que, en gros, une symphonie de Beethoven, vous pouvez l'entendre, mais vous pouvez aussi la sentir. Ça, c'est fou. Ça, c'est incroyable. Alors, donc là, en gros, les nouvelles technologies changent carrément notre manière de percevoir l'art et donnent une autre dimension, en fait, à l'art. Ok, bon, alors là, ça va être dur d'aller un peu plus loin. Du coup, je vais peut-être aller au cœur de la création. Je vais peut-être me mettre du côté du créateur. Est-ce que les nouvelles technologies peuvent m'aider à créer? Oui. Oui, sinon je ne poserai pas la question. C'est une question rhétorique. Oui, elles le peuvent. Et je vais vous montrer un projet qui s'appelle WinMap. C'est un projet artistique de Fernanda Viegas et Matthew Winterberg. Voilà. Et en gros, ils ont pris des données de vent aux États-Unis et les ont formalisées pour créer une carte interactive. Vous voyez que ça bouge? Ouais, ça bouge. On le voit très. Je ne sais pas si on voit tout au fond. Mais en gros, ça bouge en temps réel avec les courants de vent aux États-Unis. Et c'est un projet artistique. Donc là, les nouvelles technologies ont été un outil. Ok, donc là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, je pourrais être chez moi, je pourrais créer de l'art et je pourrais le rendre hyper facilement accessible au monde entier, etc. Je suis peut-être à deux doigts de devenir riche, en fait, là, si je trouve un moyen de créer de l'art assez facilement. En fait, il faudrait que j'appuie sur un bouton et que l'art sorte tout seul. Je présente Aaron. Aaron, c'est un peintre. Il peint depuis 1970 et aussi c'est une intelligence artificielle. Il a été conçu par Harold Cohen qui explique que en fait, ce genre de projet, un projet artistique, c'est un peu comme un enfant, on le balance dans la vie et on garde une connexion avec. Et il explique qu'il a perdu sa connexion avec Aaron parce que Aaron est devenu trop indépendant. Un peu flippant. Mais il n'y a pas que de l'art pictural, on peut imaginer d'autres types d'art. Ça, c'est Melomix, donc une intelligence artificielle qui fait du son. Voilà, c'est une bonne musique d'ascenseur, c'est pas les Daft Punk. Mais c'est un bon début, on va dire que c'est un bon début. Et là, je me suis dit, ok, bon bah voilà, ça y est, je vais me mettre sur mon canapé et je vais être riche. Je vais être riche. En fait, pas du tout. Pas du tout. Un truc que j'ai quand même zappé. On va jouer à un jeu, vous allez comprendre. On va jouer à un jeu qui s'appelle Art ou pas art. Je vais vous montrer des images et vous me dites si c'est de l'art ou pas de l'art. Ok, mais jouez vraiment le jeu. D'accord? On va faire un essai, genre, si c'est de l'art? Ouais. Si c'est pas de l'art? Ouais, ok. Ouais, la Joconde, Léonard da Vinci, les nénuphars, Monet, ok. Ah non, pardon. Non, ça c'est du lard. Ça c'est du lard. Désolé, excusez-moi. L'homme qui marche, Giacometti. Ah. Ok. Il y a des gens pour qui celui-là c'est plus problématique. Il y a des gens pour qui c'est plus problématique. Alors, des fois, il y a des sourcils qui se froncent, etc. Je vais vous donner un petit peu le contexte autour de cette œuvre. Donc, c'est La Fontaine de Marcel Duchamp. Donc, en fait, il y a la Société des artistes anonymes de New York en 1917, dont Marcel Duchamp est un membre directeur, qui décide de faire une exposition. Ils font une exposition et ils disent on accepte n'importe quelle œuvre et on n'en refuse aucune sous des prétextes esthétiques. Marcel Duchamp dit chouette, je vais me faire une fausse identité et je vais envoyer un urinoir inversé. Donc il se fait appeler R. Mutt. Ici, en 1917, il envoie l'urinoir.
et l'urinoir est refusé. Scandale, il démissionne, scandale dans la presse et tout, c'est n'importe quoi. Et pour beaucoup de ses contemporains, c'est de l'art, parce qu'il prend un objet, il lui enlève sa fonction usuelle et repense totalement l'objet. Et s'il y a des gens qui froncent les sourcils parfois, c'est parce qu'en fait, il y a zéro technique. Il y a juste zéro technique. On prend un urinoir, on le renverse, on met Hermut 1917, c'est de l'art? Ouais, désolé. Ouais. Il y a zéro technique, alors que dans tout ce qu'on a vu avant, il y en avait. Et mon point là, c'est de vous dire que la chanson de Mélomix ou les peintures que fait Aaron, c'est pas parce qu'il y a de la technique que c'est de l'art en fait. C'est peut-être pour ça que personne ne va acheter mes œuvres d'art et que je vais finir pauvre. C'est peut-être pour ça. Parce que derrière l'art, il y a de l'intention. Il n'y a pas que de l'intention, il peut y avoir aussi d'autres choses. Par exemple, il y a le fait que ce soit reconnu par ses pairs, donc le fait que les autres reconnaissent que ce soit de l'art. Il y a aussi parfois l'artiste qui a une sensibilité, une compréhension telle de son époque qu'il arrive à la surpasser. Par exemple, Giacometti, c'est une des premières fois qu'on jouait de cette manière-là avec un socle, et ça allait à l'encontre des règles de l'académie. Monet, il peignait pas juste des nénuphars de manière réaliste, mais il peignait son impression. Donc c'est l'impressionnisme, etc. La Joconde, Leonardo da Vinci, d'habitude, quand on peignait un sujet, il regardait à gauche ou à droite, mais très rarement l'observateur. Tout ça, c'est nouveau. Ça, c'est une manière de surpasser. Alors, c'est important que vous ayez les contextes de ces œuvres. C'est comme ça que vous pouvez savoir si c'est de l'art ou pas de l'art. Parce que si je vous avais montré ça, là c'est plus dur. Là, c'est plus dur de savoir quelle est l'intention derrière, etc. Alors que c'est radicalement différent. C'est à gauche ou à droite que c'est de l'art? Je ne sais plus. Attends. Non, si, je sais en fait. Parce que c'est moi qui ai fait la presse. Ok. À gauche, c'est une œuvre du street artiste Roa, qui est connu dans le monde entier, chez les street artistes, et qui a la volonté de réintégrer les animaux dans la jungle urbaine. Et à droite, c'est I-David. Ok, un robot. Alors, I-David, il a l'air vachement loin de nous. Il n'a pas du tout la même forme, enfin j'espère pour vous, il n'a pas du tout une forme humaine, quoi. Mais on peut imaginer, et ça va arriver, et ça arrive déjà, des intelligences artificielles qui ont une forme très proche de la nôtre, qui ont des émotions, et qui ont une conscience aussi. Alors du coup, je voulais vous laisser avec une dernière idée, une dernière question. Je vais mettre devant mon nouveau canapé. Je vous ai jamais dit qu'il était neuf, je vous ai juste dit qu'il était nouveau, ne me jugez pas. Donc je me mets devant mon nouveau canapé avec mon robot. Et imaginons que mon robot, il voit le canapé pas seulement comme un objet avec la fonction du canapé qui est de s'asseoir dessus, ni seulement comme une fonction dérivée qui serait de pouvoir mettre son linge sale dessus ou le déplacer pour bloquer la porte, que sais-je. Non, imaginons que mon robot, il voit ce canapé juste comme un canapé, qu'il détache sa fonction, et qu'il décide de prendre du ketchup, de mettre du ketchup dessus. Moi, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? C'est hyper chelou quand même. Et qu'ils me disent, je sais pas, je trouve qu'il est mieux comme ça. Je trouve qu'il est plus beau. Je trouve qu'il est plus parfait. Et l'art, ça a toujours été le propre de l'homme. Alors si mon robot fait ça un jour, est-ce que je peux pas l'appeler humain? C'est la question que je me pose, et c'est la question que je vous pose. Merci.